Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons à la tradition des moines de la forêt en Thaïlande. Notre invité, Thanissaro Bhikkhu, est l'un des représentants occidentaux les plus illustres de cette école. Il nous explique aujourd'hui à travers son propre parcours quelles en sont les grandes caractéristiques et de quelle manière cette tradition des moines de la forêt se pratique aujourd'hui. Thanissaro Bhikkhu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un moine bouddhiste, je le disais, américain de la tradition thaï de la forêt. Après avoir obtenu un diplôme en histoire intellectuelle européenne en 1971, vous êtes parti en Thaïlande, où vous avez étudié la méditation sous la direction d'Ajahn Fuang. Vous y avez reçu l'ordination en 1976 et vous êtes rentré aux États-Unis en 1991, où vous avez aidé Ajahn Swain Suvako à fonder le Metta Forest Monastery. Donc c'est à côté de San Diego, en Californie. Et vous en êtes devenu l'abbé en 1993. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, votre parcours est très très dense. Est-ce que l'on pourrait revenir, pour mieux vous connaître en détail, sur ce parcours justement? J'ai d'abord entendu parler du bouddhisme lorsque j'étais au lycée. Et ensuite, j'ai un ami qui était un moine de la forêt qui m'a parlé tout d'abord des 4 nobles vérités. Et cela me paraissait tout à fait raisonnable. Et tandis que j'étais à l'université, j'ai pu étudier la méditation avec 2 maîtres de méditation, un maître zen et un maître tha. Et là, je me suis dit que c'était vraiment un savoir-faire qui pouvait être maîtrisé. Et une fois que j'ai fini mes études, j'ai décidé de partir en Thaïlande et de trouver un maître. Et donc, j'ai suivi les cours à l'université de Chiang Mai et j'ai pu, à ce moment-là, rencontrer Ajahn Fuang pour la première fois, qui est devenu mon maître. Après avoir étudié avec lui pendant 10 ans, il est décédé en 1986. Et donc, je suis restée m'occuper du monastère. Et puis, en 91, Ajahn Fuang m'a demandé de mener le monastère de San Diego en Amérique, où je suis depuis 1993. Mais alors, en quoi consiste votre activité aujourd'hui aux États-Unis? Eh bien, j'entraîne des moines et j'enseigne aussi des retraites, que ce soit aux États-Unis, au Canada et aussi dans d'autres pays. Je travaille aussi à la traduction des textes de façon à ce que cette tradition des moines de la forêt soit plus disponible et qu'elle soit disponible aussi sur Internet gratuitement. En plus, j'essaye aussi de maintenir mes racines de la tradition de la forêt en méditant une fois par an dans la forêt, dans des parcs nationaux aux États-Unis, où il est possible de trouver une certaine forme de solitude. Et j'encourage aussi mes étudiants à trouver cette solitude. Alors revenons maintenant au sujet même de notre émission sur la tradition thaï des moines de la forêt, notamment à travers 2 tendances qui ont joué un rôle très important, le mouvement Dhammayut et la tradition Kammatthana. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce premier mouvement, qui était le point de départ de beaucoup de choses d'ailleurs, le mouvement Dhammayut? Donc c'est un mouvement qui a été démarré par un prince en Thaïlande au début du 19e siècle. Et tandis qu'il était prince et qu'il a été aussi ordonné moine, il n'était pas content des instructions qu'il recevait. Et donc, il a réordonné une série de moines de Birmanie et de Thaïlande. Et il a démarré une nouvelle organisation qui consistait à revoir en fait l'étude des textes et aussi la tradition de la méditation, car il y avait beaucoup de techniques de méditation du Theravada qui avaient été perdues en Thaïlande à cette époque. Les personnes devaient se concentrer sur le chemin et de se souvenir de l'enseignement du Bouddha, et tout cela avait été perdu. Donc il a introduit tous ces éléments dans la vie des moines. Alors qu'en est-il de la tradition Kammatthana? Cette tradition était intéressée par la méditation qui devait être l'occupation principale pour un moine. Et du fait qu'il y avait la pression venant de Bangkok, ils sont partis se réfugier dans la forêt, et aussi pour retrouver justement les instructions d'origine du Bouddha qui étaient d'aller s'isoler dans la forêt. Mais à cette époque, ça n'était pas un lieu agréable. Il y avait la malaria, il y avait l'attaque de prédateurs comme des tigres, et donc il fallait vraiment avoir énormément d'honnêteté et de confiance et de sincérité pour la
la pratique pour se rendre dans un tel lieu pour méditer. Donc, Ajahn Mun et Ajahn Sao, qui étaient à l'origine des paysans, étaient vraiment très impliqués dans la pratique. Et donc, ils sont partis dans la forêt. Et il est dit qu'en 1915, Ajahn Mun a atteint l'éveil et ensuite a eu énormément d'étudiants qui se sont répandus dans la partie nord-est de Thaïlande. Et parmi ces étudiants, un de ses étudiants principaux, Ajahn Lee, a donc aussi répandu son enseignement. Et il a été particulièrement plus connu dans les années 70 et 80. Alors, on vient de voir effectivement qu'il y a eu un renouveau très important en Thaïlande. Est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui, il y a une différence d'approche entre le monde occidental et le monde oriental, enfin la Thaïlande plus précisément, dans la pratique de la tradition des moines de la forêt? Dans les deux cas, que ce soit dans le cas la tradition, c'était quelque chose qui était en opposition en fait avec l'organisation du moment. Et tandis que la tradition de la forêt allait vraiment dans le sens inverse. Et donc, très souvent, on avait reproché à Ajahn Mun de ne pas suivre le chemin de la culture thaïlandaise. Et c'est un petit peu une situation similaire en Occident, car les valeurs de l'Occident sont beaucoup plus matérialistes, avec une hyperconnectivité, alors que justement la tradition de la forêt demande de retrouver son propre esprit dans une certaine solitude. Et donc, il faut bien voir que aussi, que ce soit en Occident ou en Orient, il y a quelque chose de contre-culturel. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'héritage, justement, donc de ces deux grands maîtres, Ajahn Mun et Ajahn Sao, dans la manière de pratiquer aujourd'hui cette tradition en Thaïlande? Deux points principaux importants. Un qui est, à l'époque, il était dit que le chemin de la libération et de la concentration n'était plus ouvert. Et ils ont en fait maintenu le fait que ça pouvait être un chemin qui pouvait être suivi par toute personne, qu'il soit laïque ou monastique. Et ça, c'est vraiment un aspect important dans la tradition d'insister sur le fait que les qualités de l'éveil sont toujours vivantes. Et puis aussi, un des thèmes d'Ajahn Mun était que la pratique du dharma, et selon le dharma, et de ne pas changer le dharma pour qu'il puisse correspondre à la société moderne, mais plutôt d'amener le dharma dans la société. Et c'est ce qui a pu perdurer donc pendant 2600 ans et de faire en sorte que cela continue à servir la population à partir du moment où on n'essaye pas de le changer. Alors, vous le faites vous-même dans votre monastère. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il fonctionne, quel est l'emploi du temps? Comment ça se passe dans votre monastère? On a commencé on commence en fait au monastère avec un groupe de méditation le matin tôt, puis ensuite avec une période de travail. Et donc les laïcs vont dans la cuisine pour préparer la nourriture pour la communauté. Ensuite, il y a un repas à 8h30 et puis chacun part ensuite donc méditer individuellement. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont donc méditer sous l'avocatier, d'autres dans leur petite hutte. Il y a donc un temps qui est donné pour cette pratique solitaire et ils se retrouvent ensuite pour une session de questions et réponses dans la soirée. Et puis il y a une méditation en groupe à nouveau. Et pour finir, ils vont donc méditer dans leur chambre. Donc, il faut voir qu'il y a toutes sortes d'animaux sauvages, y compris des serpents qui sont dans cette région, et ce qui fait partie aussi des enseignements de la tradition de la forêt. Et alors, vous êtes vous-même précepteur, donc vous enseignez aux moines. Comment est-ce que vous les sélectionnez? On demande aux moines de demeurer pendant un an, tandis qu'ils sont candidats, pour qu'ils reçoivent les 8 préceptes, pour voir quelle ardeur ils ont, quel est leur caractère. Car ce qui est nécessaire pour la pratique, ce n'est pas tellement d'avoir une intelligence ou une connaissance livresque, mais plutôt la qualité du cœur, une qualité de caractère. Et c'est cela que nous cherchons. Donc, car il y a beaucoup de difficultés à vivre dans un monastère
militaire. Et au bout d'un an, eh bien, le choix se fait donc naturellement et les gens décident par eux-mêmes. Il n'y a eu que quelques cas où j'ai dû décider effectivement que certaines personnes n'avaient pas les qualités requises pour demeurer. Mais la plupart des candidats, en fait, ont fait leur propre choix et la plupart sont toujours moines. Et alors justement, ceux que vous appelez les candidats qui aspirent à devenir moines sont essentiellement des personnes américaines ou ce sont plutôt des Thaïlandais, des personnes asiatiques? Qui vient vous voir à San Diego? Pour la plupart, ils sont américains. On a eu aussi des Brésiliens, mais sinon, la plupart sont américains. Il arrive qu'on ait des candidats thaïs de temps en temps, mais en général, ce sont des parents qui souhaitent que leur enfant reçoive une ordination pendant un temps court. Mais la plupart des moines qui demeurent à long terme sont des Occidentaux. Et donc, vous-même, en tant que précepteur, vous avez vécu donc à la fois en Thaïlande, aux États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment que la manière d'enseigner donc cette tradition des moines de la forêt est différente selon que vous adressez donc justement à des Américains ou à des personnes qui vivent en Thaïlande? Les gens viennent avec toutes sortes de mauvaises compréhensions et donc il faut gérer cela. Et de toute façon, la plupart des gens souffrent donc d'avidité, d'illusions, de stress. Et même en Thaïlande, d'ailleurs, beaucoup plus que ça n'était à une époque. Donc ça fait que les États-Unis et la Thaïlande se rapprochent du fait du stress de la vie moderne. Donc il n'y a pas tant de différence, si ce n'est une différence au niveau du vocabulaire, peut-être un stress au niveau psychologique qui est plus présent au niveau de l'Occident, mais j'essaye de ne pas trop introduire des concepts psychologiques dans le Dharma lorsque j'enseigne. Et quels sont vos projets aujourd'hui? Je travaille sur un nouveau livre sur le bouddhisme et qui consiste justement à voir ce qui est compris en Occident concernant le Dharma et qui n'a rien à voir avec l'origine et qui a un caractère un petit peu romantique et donc en lien avec la nature essentielle de l'être humain et tout cela sont devenus des points centraux des enseignements mais qu'on ne trouve pas dans les enseignements du Bouddha et donc c'est pourquoi j'aimerais parler de cette confusion et quels sont les désavantages de cette confusion et qu'est-ce qui est perdu dans ce processus. Et, je crois que ce dont il est question concernant l'éveil est beaucoup plus étriqué que ce dont avait parlé le Bouddha et j'aimerais vraiment amener ce sujet dans le livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture. Tout d'abord, les enseignements de notre invité transcrits et traduits dans 3 livrets distribués par le Centre bouddhiste Le Refuge, un lieu qui reçoit de manière régulière de grands maîtres de l'école de la forêt lors de week-ends ou retraites. De notre invité Thanissaro Roubikou avec chaque respiration, distribué par le Centre bouddhiste Le Refuge. Ce guide de méditation sur la respiration fait appel à l'ensemble des instructions du Bouddha sur la façon de l'utiliser pour entraîner l'esprit. Méditation et sagesse d'Ajahn Chah aux éditions Sully. Vous retrouverez au fil des anecdotes qu'Ajahn Chah mêle à ses enseignements un aperçu très intéressant de ce que fut sa propre pratique, ainsi que des conseils pour s'engager sur la voie de la sagesse, le tout dans un langage simple, direct et plein d'humour. Et enfin, Dharma vivant de Jack Canfield aux éditions Vive et Soleil. Il nous présente ici l'essentiel de la doctrine bouddhiste telle qu'elle est enseignée par les maîtres les plus respectés de l'Asie du Sud-Est. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau dimanche.